Bonsoir. Né aux États-Unis, au cœur d'une famille marquée par la lutte pour l'égalité raciale, héritière d'une mémoire africaine jalousement préservée depuis l'abolition de l'esclavage, Makini Tchameni incarne un destin forgé à la croisée de l'histoire, de l'engagement et du panafricanisme. De Houston à Douala, des campus universitaires américains au combat pour la démocratie au Cameroun, de la kinésithérapie à l'éducation afrocentrée, de l'intimité familiale aux arènes politiques et judiciaires, son parcours épouse les grandes luttes de son temps. Justice, dignité, liberté et souveraineté africaine. Épouse de Dominique Njekam Tchameni, figure majeure du combat démocratique et panafricaniste, l'invitée de ce soir n'a jamais été une simple spectatrice de l'histoire. Militante, éducatrice, mère, stratège de l'ombre et désormais l'une des voix centrales de la mobilisation pour les détenus politiques, pour leur libération sous-entendue, elle porte une parole rare, nourrie par l'épreuve, la constance et la vision. Dans cet entretien, Madame Tchameni revient sur son itinéraire personnel, le combat de son époux et les réalités souvent tues de la répression politique contemporaine. Makini Tchameni, bonsoir. Bonsoir. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Merci pour l'invitation. Cela dit, avant d'être l'épouse d'un homme politique d'envergure, d'un combattant, d'un lutteur, d'un panafricaniste, qui êtes-vous véritablement? Je suis le dernier de 8 enfants. D'accord. Et j'ai grandi avec un désir de connaître l'Afrique. Ok. Malgré le fait d'être né aux États-Unis, je n'avais pas quelqu'un très proche à ma connaissance qui avait visité l'Afrique directement. Mais moi, j'avais un désir de venir en Afrique. D'accord. Et je pense que depuis le petit âge, jeune âge, mon intérêt tournait vers l'Afrique. Mais je pense aussi que mon père avait quelque chose à faire parce qu'il regardait beaucoup de journaux et s'il avait quelque chose sur l'Afrique, il en parlait. Je rappelle que vous êtes effectivement de nationalité américaine. Quelles expériences ont forgé votre conscience des libertés et de la justice? C'est difficile de dire exactement, mais j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est dans le DNA en anglais, ADN. ADN. Voilà, je pense que c'est quelque chose qui est dans le ADN, parce que ça se ressent. Ça se ressent très fort. Et très jeune, j'avais cette désir de vouloir avoir la justice. Je voulais être avocat. Ok. Parce que je sentais l'oppression. Et donc, c'est quelque chose qui est resté avec moi. D'accord. Cela dit, votre engagement pour les libertés, cette conviction à défendre les plus pauvres, à quel moment avez-vous compris que tout cela serait intimement lié à un combat politique citoyen? Je peux dire que c'est dans les années 80. Ok. J'étais encore teenager, adolescent, mais il y avait ce mouvement pour la libération de l'Afrique du Sud. Et j'avais l'opportunité de participer, la chance de participer à cette lutte contre l'apartheid. Il y avait une compagnie aérienne sud-africaine qui atterrissait à Houston. J'étais membre de ce mouvement qui a lutté, qui a protesté pour empêcher que l'Afrique du Sud et son avion atterrissent à Houston. Pour contester contre l'apartheid. Pour contester contre l'apartheid. Vous avez sensiblement quel âge? Je devais avoir dans le
18 ans, 17 ans, 18 ans. Donc c'est vraiment tôt que vous êtes Oui. engagé. Mais dans une société comme la nôtre, que ce soit ici au Cameroun, en Afrique ou ailleurs dans le monde, on sait quand même que l'engagement a des sacrifices énormes. Que vous a-t-il coûté jusqu'à présent votre engagement? Qu'avez-vous perdu en tant que militante, en tant que combattante pour plus de liberté? Je pense que ce qui était le plus cher que j'ai perdu, c'est notre fils, Nkrumah Tchameni. D'accord. Ça, c'était le plus grand sacrifice que nous avons eu à perdre depuis que nous avons commencé ensemble la lutte pour la liberté, l'indépendance de l'Afrique. Si ce n'est pas trop en prendre dans votre émotion, dans quelles circonstances cela est-il arrivé? Dans les circonstances très mystérieuses, j'étais sur une campagne de la libération de Jacob Tchameni, qui était déjà arrêté en 1987 et gardé cette fois aussi à la CEMIL à l'époque, BMM, et aussi le président central de Kondengé, et qui était détenu 17 mois sans être jugé. C'est encore sur le, comment on dit ça, the one-party system at the time. Donc, parti unique, c'est ça. Et donc, j'étais dans une campagne pour sa libération, inspiré par Winnie Mandela. Si on ne peut rien faire physiquement, on peut faire savoir à tout le monde qu'est-ce qui se passe. Et donc, après avoir fait la France, j'ai continué aux États-Unis. Et ma première arrêt à Houston, je l'ai inscrit pour les cours de natation. Et le premier jour, il s'est noyé. Oh là là. Personne ne peut m'expliquer, personne ne peut savoir ce qui s'est passé 7 jours-là. Cela dit, dans votre marche, dans votre combat, avez-vous eu des moments de peur, des moments qui vous disent pourquoi est-ce que je combats? Pourrais-je être à la hauteur de ce combat? Des moments qui, c'est peut-être, vous encouragent à relâcher, à laisser tomber la bataille? Non, pas vraiment. Toujours la même détermination? Toujours la même détermination. Je suis convaincue, c'est quelque chose que je dois faire et c'est quelque chose qui doit être fait par beaucoup plus de personnes. Cette lutte, ce n'est pas une lutte que moi j'ai commencée. Ça ne va pas finir avec moi non plus. Mais c'est une lutte qui doit continuer et chacun doit essayer de faire sa part. Et ça, c'est ma part. Comment conciliez-vous femme, épouse, militante et toutes vos activités dans le même panier? Je pense que je conciliais tout ça comme toute femme camerounaise, comme toute femme africaine et surtout toute femme camerounaise. Parce que quand je vois comment des femmes ici au Cameroun doivent lutter chaque jour pour élever leur famille, envoyer leurs enfants à l'école, nourrir leur famille, protéger leur famille, je ne pense pas que je suis en train de faire quelque chose de différent des autres femmes camerounaises. Surtout parce que la vie est tellement difficile, tellement dure. Tout est contre vous. Alors que vous devrez avoir les choses qui t'accompagnent. Mais on est tous dans la lutte au Cameroun. Aujourd'hui, quelles sont les injustices qui, c'est peut-être s'il faut les mettre en ordre, quelles sont les plus grandes injustices qui vous répugnent le plus? Les injustices dans le monde entier ou spécifiquement ici au Cameroun? Commençons peut-être ici. Bon, c'est cette liberté d'expression. C'est pas la liberté de venir à la télé ou à la radio et parler. C'est pas ça la liberté de l'expression. C'est cette liberté de exprimer en association,
pour se réunir. À tout moment, on peut venir dire que non, vous n'avez pas le droit de se réunir. Cette liberté d'expression qui devrait être quelque chose dans un pays de droit, un état de droit, c'est ça qui, je pense que c'est le plus difficile. Parce qu'on ne peut pas dire qu'on est dans une démocratie. Il n'y a qu'une seule partie qui peut réunir quand il veut, où il veut, à quelle heure qu'il veut. Ce n'est pas ça une liberté, ce n'est pas un pays de droit. Pensez-vous que dans notre pays, le Cameroun, aujourd'hui, les femmes occupent une place centrale dans la lutte pour plus de liberté? Avez-vous le sentiment que sous ce régime, dans notre environnement, elles portent véritablement ce combat-là? Vous vous sentez seule en tant que femme ou très peu nombreuse? Non, je ne me sens pas seule. Je suis vraiment entourée de femmes braves qui sont en train de se battre. Même les mamans qui on ne connaît pas le nom, ils sont avec moi. Vous avez les femmes magnifiques comme le maître Alice Com, Henriette Ekwe, Madame Henriette Ekwe, Madame Kawala, Madame Eteki, qui n'est pas sur place, mais qui est toujours en train de lutter, Marie-Louise Eteki. Donc, je me sens entourée, Madame Maximilien Gombe. Je suis entourée de femmes qui sont en train de se battre. Beaucoup, et d'autres que je ne connais même pas leur nom. Ils sont avec moi dans cette lutte. Et je les ressens. Et dans cette lutte, quels sont les moments les plus éprouvants pour une femme? Les plus éprouvants? Les plus éprouvants, les plus difficiles, les plus engageants. Quels sont les moments les plus difficiles? Oui. Ou les circonstances les plus difficiles? Par exemple? Je pense que ce qui est plus difficile pour les femmes au Cameroun, c'est de ne pas être capable de s'exprimer, comme j'ai dit plus tôt, cette expression libre de se protester, de se manifester, de se parler librement en réunion, en conférence, sur les thèmes qui nous touchent directement. On est empêché de le faire. On doit trouver les moyens, on doit contourner pour chercher les moyens de le faire. Et je pense que ça, ce n'est pas normal dans un pays de droit. Si vous devez définir votre combat en un mot, en une phrase, qu'en diriez-vous? La lutte continue. D'accord. Simplement. Tout simplement. Alors, essayons d'évoquer cette fois-ci le combat de votre époux, Njoukam Tchamini, de votre rencontre à aujourd'hui. Comment avez-vous rencontré Dominique? J'ai rencontré Njoukam Tchamini à Houston. D'accord. À une fête de African Liberation Day. Ça se passe chaque 25 mai. C'est le jour où les panafricanistes sont nommés African Liberation Day. Et donc, il avait une levée de fonds pour soutenir les luttes dans la communauté africaine-américaine. Et ce que j'ai rencontré lors de cette fête, il recherchait l'organisation dans laquelle j'étais membre. All African People's Revolutionary Party. Et donc, quand il venait à cette fête, il a demandé où est-ce que je peux trouver les personnes, cette organisation, parce que en fait, depuis son arrivée aux États-Unis, il voulait être dans cette organisation. Et on l'a montré, il faut voir cette femme ici. Et il est venu me voir. Et tout de suite, qu'est-ce qui vous a le plus marqué? Ce que j'ai remarqué, d'abord, c'était très rare de trouver les Africains nés en Afrique qui viennent dans la communauté africaine-américaine.
pour s'intégrer. Généralement, les Africains nés en Afrique, ils restent entre eux. Quand ils viendront aux États-Unis, ils se mettent ensemble, entre eux. Ils ne mélangent pas trop avec les Africains qui sont nés aux États-Unis. Mais lui, il était là. Non seulement il est venu à une fête des Africaines américaines qui réclament la libération de l'Afrique, mais il veut entrer dans l'organisation qui lutte pour les droits et pour la libération des Africains aux États-Unis et aussi en Afrique. À ce moment-là, était-il déjà engagé dans la lutte? Je peux dire qu'il est déjà engagé parce que quand j'ai commencé à avoir la conversation avec lui, il avait lu tous les livres qu'on avait déjà sur la liste dans le All African People Revolutionary Party. Il avait déjà tout lu. Et donc, je peux dire vraiment, j'étais très content parce qu'il était le seul Africain, moi j'ai rencontré, qui a dit, dès qu'il termine ses études, qu'il rentre au Cameroun. Pour poursuivre son combat. Et pour moi, ça c'était mon billet. C'était mon ticket. Vous étiez déjà, je veux dire, américaine, vous vouliez rentrer en Afrique, voir autre chose, vous voulez venir en Afrique, voir autre chose? C'était ma rêve. D'accord. C'était ma rêve de venir en Afrique. Et quand il a parlé comme ça, j'étais très très content. Je suis restée sur lui. D'accord. Et depuis tout ce temps, quand vous faites avec un regard rétrospectif en arrière, comment définiriez-vous son cheminement, sa marche dans le combat? Vous direz qu'il est resté sur sa ligne. Comment vous allez définir cela? Je pense que c'est quelqu'un qui est resté sur sa ligne, mais qui élargit aussi sa connaissance. D'accord. Il ne reste pas figé, il ne refuse pas d'entendre ce qui se passe. Et il étudie beaucoup. Et il étudie beaucoup dans son histoire. Dans l'histoire, jusqu'à l'histoire de Ancient Egypt. Okay. Il part très loin pour ses études, pour rechercher ce que nos ancêtres ont pu faire, les difficultés qu'ils ont eues et comment ils ont essayé de résoudre ces difficultés. Donc, c'est quelqu'un qui reste sur son chemin qu'il a tracé, mais qui élargit toujours et étudie toujours pour mieux comprendre et pour mieux servir. Et en cela, ça rejoint vos ambitions, vos attentes? Absolument. Absolument. Je suis ravie et je suis bénie par Dieu d'avoir rencontré Jacob Chamini, de l'avoir épousé 3 mois après d'avoir rencontré et d'être sur cette chemin avec lui. À un moment donné, avez-vous le sentiment que le combat qu'il mène pourrait le mettre en danger? Bien sûr. À quel moment? Dès notre arrivée. Au Cameroun? Au Cameroun. Ça, c'est les années... 85. D'accord, 85. En 85, on était encore sur un parti unique. Exact. C'était dangereux. Toute notre formation, en tant que membre de cette parti révolutionnaire, nous préparait pour ce danger. Donc on connaissait la... Et dès le départ, vous êtes engagé avec lui? Bien sûr. Sur le combat politique? Sur le combat politique. Alors, à côté de ce danger-là, comment vivait-il la pression? Je veux dire, quand il sentait qu'il sait peut-être que le pouvoir en place, la police, les autorités, les menaces, les surveillances liées à son combat-là, comment lui, tout ce temps, l'a vécu? Craintif, je veux dire, il se mettait d'abord à l'abri, le temps que la pluie cesse,
ou alors toujours aussi vindicatif, toujours aussi harangueur, allant au front? Ce qu'il faisait, c'est qu'il travaillait. Ok. C'était pas quelqu'un qui faisait une seule chose et pas d'autre. Donc, pendant qu'il était engagé clandestinement au début, mais il travaillait toujours. Il avait toujours un métier, il avait toujours une famille, il s'occupait de sa famille et il travaillait. Et il dit toujours, on ne peut pas avoir peur les agents, les indiques qui sont toujours autour de lui, depuis son arrivée, toujours autour de lui. Il faut le faire travailler aussi. Parce que nous avons l'histoire aux États-Unis où l'État américain avait toujours infiltré les organisations africaines américaines. Ils ont toujours mis les gens autour de nous depuis Marcus Garvey, depuis Dubois. Ils ont toujours mis les agents à côté. Ils vont toujours avoir, ils vont toujours être là. Mais il faut toujours travailler. Donc, il prenait du plaisir à mener des initiatives pour que les agents qui le suivaient travaillent davantage. Oui, il faut le faire travailler. Il faut le faire travailler. Et en faisant travail, vous le voyez. Absolument. Vous le voyez, leurs limites. Absolument. Et vous voyez qui est qui. Et il n'avait pas de, je veux dire, il n'avait pas de rancœur vis-à-vis de, je veux dire, que pas de fâcherie. Pourtant, il était sous surveillance. Toujours. Non, il n'avait pas de fâcherie. D'accord. Il vous fait travailler dans l'organisation. Si vous êtes entré dans l'organisation, vous dites que vous êtes avec nous, donc on vous donne le travail. On voit comment vous faites ce travail. Quels sont les sacrifices majeurs qu'il a pu consentir par rapport à ses convictions? Je pense que la même chose pour moi, le sacrifice majeur, c'était le père de notre fils. Et je peux dire aussi la vision qu'il avait pour le Cameroun en tant que ça devrait être a pioneer for technology. He really wanted Cameroon to be the hub for technology. Et malheureusement, il n'a pas pu voir cette réalité, de voir que Cameroun soit un pays industrialisé, surtout avec la technologie informatique et intelligence artificielle. Avez-vous le sentiment que son combat a quand même sensibilisé les consciences, fait bouger des lignes? Est-ce qu'il y a eu réellement des changements depuis près de 40 ans que vous êtes rentré au Cameroun, dans toutes les batailles qu'il mène? Avez-vous le sentiment qu'il y a des fruits qui ont... Oui, il a des fruits. On ne peut pas négliger ce qui s'est passé avec Cap Liberté. Cap Liberté, ce n'était pas quelque chose d'une région, c'était tout le territoire du Cameroun. Et au corps, avec Union pour le changement, avec Feu Anicet Ekane, paix à son âme, il montre encore comment ils sont capables de galvaniser la population partout au Cameroun pour les élections de 2025, pour que Issa Chiroma gagne ces élections selon les informations que nous avons. Comment décriveriez-vous son état d'esprit dans les moments de doute, dans les moments d'isolation, un peu comme d'isolement, un peu comme c'est le cas aujourd'hui, dans les moments qui c'est peut-être de découragement? Son état d'esprit, c'est lequel? C'est un temps pour réfléchir. C'est quelqu'un qui réfléchit. Il ne fait pas les choses sans réfléchir. Et donc, quand il a les moments de recul, comme maintenant, c'est vraiment un moment pour réfléchir et planifier. C'est quelqu'un qui est toujours en train de penser et réfléchir et revisiter l'histoire et voir les erreurs et aussi les succès et planifier les actes dans le futur. Pour vous, qu'est-ce que le gouvernement, le pouvoir redoute le plus chez Dioukam Tchameni?
Pour moi, et je pense pour beaucoup de personnes qui observent vraiment avec attention, ce que le gouvernement redoute sur Jekam Tchameni, c'est ses actions. Pas les paroles, pas les discours, pas les belles discours, mais les actions. Parce que quand Jekam Tchameni décide de faire les actions, ça produit le fruit. Les actions de déstabilisation? Non, les actions de l'éducation. Cap Liberté, c'était une organisation qui a éduqué la population. Le rôle de Cap Liberté, c'était de faire savoir à la population quels sont vos droits. Que je vois maintenant, on a besoin de recommencer. Et c'est pour ça qu'il a mis sur place ABC Democracy, cette plateforme qui donne les bases de l'éducation politique, qui aide la population à savoir quels sont leurs droits. Et maintenant, je pense que c'est ça qui doit continuer, c'est l'éducation. Pour vous, quel est l'héritage qu'il est en train de construire? Qui c'est peut-être politique, moral, citoyen? Ce sera lequel s'il y a un héritage qu'il faut retenir? L'héritage de ne pas abandonner. Savoir, nous avons tous quelque chose qu'on peut faire. On peut commencer dans notre famille, mais on peut continuer avec les enfants autour de nous. L'éducation est quelque chose qui est très important pour un pays, pour se libérer. Et donc, quand je parle de l'éducation, ce n'est pas seulement les livres de l'école, de maths physique, mais de l'histoire. Parce que si on n'a pas cette connaissance de nos passés, de nos erreurs, on va les répéter et on ne va pas apprendre. On va toujours tomber dans le même piège. Donc je pense que l'héritage que Jekam Tchameni aimerait laisser, c'est montrer que c'est quelqu'un qui est toujours à la recherche d'apprendre et connaître. Alors, on le sait, hein, Dominique Jekam Tchameni a été interpellé en même temps que le président Anissé Ekane du Manidem. Ça, c'est dans le cadre, évidemment, autour de l'élection présidentielle. Il est détenu en ce moment du côté de Yaoundé, secrétariat d'État à la gendarmerie, au CED. Parlons peut-être de cette incarcération. Pouvez-vous nous raconter avec précision, si tant il est que vous en avez, les circonstances de l'arrestation de votre époux? Bon, je peux dire, vraiment c'est une caverne. Même comme je n'étais pas sur place, ce que mes personnels ont raconté, la nuit du 24 octobre, notre domicile, notre campus de l'école aussi, était cambriolé et attaqué par plus de 10 personnes, cagoulées, armées, qui sont venus kidnapper M. Tchameni. Ils ont kidnappé brusquement, sans présenter quelque chose, sans même expliquer. C'est vraiment avec beaucoup de violence. Ils ont cassé les portes, ils ont forcé, ils n'ont même pas posé de questions, ils ont seulement kidnappé comme ça. Quand vous dites kidnappé, pas interpellé? Quand je dis kidnappé, ça veut dire qu'il n'y avait pas de discussion. On a ramassé, on a violemment, on avait enlevé de la maison. Il a été violenté? Oui, oui. Dans leur approche d'avoir pris, c'était violent. Et sans laisser qu'ils prennent quelque chose, rien. On a seulement arraché de la maison. Et continuer à fuir et casser les choses dans la maison. Arracher toutes les caméras, vidéos du bâtiment, l'extérieur, l'intérieur. Arracher les ordinateurs des enfants, du personnel. Enlever tout ce qui était dans la maison, jeter par terre. C'était vraiment les actes
irresponsable. Pas quelque chose qu'on peut attendre dans un pays où nous avons les droits d'être convoqués. Mais non, pas de convocation. Le kidnapping. Quand il engageait cette période électorale, aviez-vous des craintes? Vous êtes dit, ce chemin-là pourrait être risqué une fois de plus pour lui? Oui. Parce que nous savons que nous ne sommes pas dans une démocratie. Nous sommes toujours dans une partie unique. Nous sommes dans un pays où on n'a pas de droits. Nos droits ne sont pas respectés. On savait que ça, c'était une réalité. Ce n'est pas avant les élections, ce n'est pas pendant les élections on a appris ça. On le connaissait bien avant. Mais Jacob Chamini a décidé, comme il a bien dit sur une chanson, he wants to be here. Il a besoin d'être ici. I want to be there. Il voulait être là. Et donc, ils ont décidé, je peux dire, Anicet Ekane et Jacob Chamini ont décidé d'être là. Avez-vous le sentiment qu'ils ont minimisé le risque de l'engagement au regard de la suite des événements, leur interpellation, leur transfert à Yaoundé? Minimiser? En fait, je pense qu'ils voulaient montrer à le monde entier et surtout aux Camerounais de quoi on est en face. Et personne ne pouvait peut-être avant croire que l'État devait réagir comme ils ont réagi après les élections. Après le victoire de le candidat de l'Union pour le changement. Vous savez bien que les résultats officiels proclamés par le Conseil constitutionnel disent bien que c'est le président Paul Biya qui a remporté. Mais bref, on referme la parenthèse, je vous laisse poursuivre. Oui, je sais, cet État est illégitime. Ils ont la force légale, mais ils n'ont pas la légitimité. La légitimité. Yes, they don't have the legitimacy of the people because it is the people that bring you to power, that vote for you. You don't vote for yourself. Donc, je pense qu'ils voulaient que le monde entier voit les limites, la réalité sur le terrain. C'est pourquoi toute la population, tous les Camerounais qui ont l'opportunité de quitter le pays, pourquoi ils quittent le pays? Et pourquoi ils ne veulent pas retourner? Parce qu'il a cette violence, il a cette illégalité qui existe au Cameroun, cette criminalité qui existe au Cameroun. Un tellement bel pays, mais qui a la difficulté à aimer sa propre population, cet État. Et donc, il voulait que tout le monde voit ce visage, cet vrai visage du Cameroun. Quelle était votre réaction quand vous avez appris qu'il était interpellé? Ma réaction, c'était d'abord essayer de comprendre ce qui s'est passé avec le personnel qui était sur place. Ils m'ont bien expliqué exactement ce qu'ils ont vu. Et bon, c'est comme déjà vu, quoi. C'est pas la première fois. Je savais ce que moi je devais faire. Et si je suis ici avec vous aujourd'hui, c'est pour toujours faire. Et qu'avez-vous fait donc? C'est d'exposer, de parler, de faire connaître cet État criminel qui bastonne ses populations, qui n'aime pas sa population, qui fait tout pour réduire la population à ne pas aimer le pays.
Et donc, moi, mon travail, c'est d'en parler, de faire connaître, de aussi donner espoir aux enfants, la future génération, pour savoir que ce n'est pas la première fois, ça va pas être la dernière fois, et vous ne devrez pas laisser, vous devrez continuer, parce que il avait pire que ça avant. Nos ancêtres ont lutté contre les régimes pires que le régime qui est en place maintenant. Et donc, si on a pu arriver d'avoir certaines libertés, on doit toujours continuer la lutte pour avoir encore plus. Y a-t-il des raisons officielles qui vous ont été communiquées concernant ou relativement à cette interpellation, qui c'est peut-être pour justifier, pour comprendre, pour mener l'action judiciaire? Ce que les avocats me disaient au début, c'est vraiment, ils sont en train de chercher, pendant cette période, il était détenu au CED, qu'ils sont en train de chercher à justifier pourquoi ils ont arrêté. Ils cherchent des preuves. Ils cherchent les preuves. Ça, c'est la version des avocats. Dans son téléphone, dans son ordinateur, ils cherchent les preuves pour justifier leur arrestation. Mais maintenant, avec la décision qu'ils ont prise de traduire devant le tribunal militaire, qui est déjà un acte illégal pour un civilien, quelqu'un qui n'est pas militaire. Et ça dépend aussi en fait du motif qui lui est collé. Hein. C'est ça. Maintenant, on a dit que c'est... on avait dit atteinte à la sûreté de l'État. À la sûreté de l'État. Et ça, c'est de la compétence du tribunal militaire, selon les lois de la République. Considérez-vous que votre époux bénéficie d'une procédure judiciaire équitable? Non, pas du tout. Parce que normalement, si vous voulez arrêter quelqu'un, vous devrez avoir les preuves de crimes commis avant de l'arrêter, mais pas après. Et si vous l'arrêtez et maintenant vous avez besoin de l'entendre, ça ne prend pas 40 jours pour avoir entendre quelqu'un. Donc je vois vraiment, il n'y a pas de légitimité. There's no legitimacy in this judiciary system. I don't see justice at all. Il est interpellé à Douala, transféré à Yaoundé. À quel moment ces avocats sont entrés, pour parler un peu dans le terme technique du judiciaire, dans ce dossier-là? À quel moment est-il entré en contact avec ses avocats pour comprendre véritablement de quoi il était question? Je veux dire, quel moment, après combien de jours sensiblement, je veux dire, est-ce qu'il y a un délai? À ma connaissance, dès son... son interpellation? Non, pas dès son arrivée. Ah, son arrivée à Yaoundé? Pas dès son arrivée à Yaoundé. Nous avons, et moi, j'ai pris contact avec Maître Sim. Maître Sim, d'accord. Et j'ai demandé qu'il parle voix dès que j'ai su où il pouvait être détenu. Okay. Et c'est dès son connaissance, Maître Sim est parti le voir. Parce qu'avant ça, vous ne savez pas véritablement où il était détenu? Avant ça, je n'ai pas su. Vous avez quand même été informé de ce qu'une fois arrêté à Douala, on le transférait à Yaoundé? Vous n'avez pas été informé de cela? Non, je n'étais pas informé de ça. C'est après, mais en connaissant depuis la première fois, en 88, comme ils ont fait, ils ont amené tout de suite à Yaoundé. Donc, c'est moi plutôt qui disais à d'autres personnes, c'est sûr qu'ils ont amené à Yaoundé. Dans quelles conditions en ce moment est-il détenu? Maintenant, il est à le Kondengui. À la prison principale. La prison principale de Kondengui. De Kondengui. Il faut différent de la prison centrale, c'est bien de le préciser. Oui.
Auparavant, il avait fait tous les trois, le d'accord. 6000, le BMM et le prison central. Donc, ils connaissent tous les prisons à Yaoundé. Mais à ce moment, il est à la prison principale de Kondengé. Et je peux dire maintenant, il est en train de s'ajuster à sa nouvelle prison. Quel est son état d'esprit? Quel est son état de santé? Quel est son état physique? Son état d'esprit, c'est toujours, il a le moral. Il a le moral très haut. C'est vrai, sa santé n'était pas prise en compte dès son arrivée dans cette prison. Et je pense maintenant, parce que vraiment on a dû en parler beaucoup pour que des conditions optimales soient faites, pour qu'il ne soit pas une victime comme Anicet et Kane. Et donc, c'est quelque chose qu'on doit veiller toujours. On ne peut pas fermer l'œil sur sa détention au niveau de cette prison. Y avait-il des risques? Il a toujours les risques. Déjà, après la mort de Anicet et Kane, il faut quand même savoir c'était quelqu'un qui était proche de Anicet depuis longtemps et qui avait planifié et travaillé ensemble pour ces élections. Et donc, ils avaient beaucoup de projets. Et donc, pour maintenant couper court toute cette vision, tous ces projets, ça fait mal. Depuis son incarcération, avez-vous pu le rencontrer? Oui. Depuis mon arrivée au Cameroun, je l'ai rencontré. Vous avez discuté, vous avez parlé de quoi? Je parle de sa santé. D'accord. Je veux m'assurer qu'il a ce qu'il a besoin et de sa nutrition. Parce que c'est quelqu'un qui prend les remèdes, il faut aussi assurer qu'il mange sainement. Et je parle de ses activités, parce qu'avant d'être en prison, c'est quand même quelqu'un qui avait des activités. Il a des travaux qui restent en stand-by, qui doivent être complétés. Et donc, on parle de nos enfants, on parle de nos élèves, on parle de nos activités. Et comment je dois continuer à aussi l'aider où je peux, comment je peux l'aider. Alors, on l'a dit tout à l'heure, il est entre autres accusé d'atteinte à la sûreté de l'État, ce qui pourrait donc encourir la peine de mort, hein, selon les tests judiciaires. Son état d'esprit, en est-il conscient? A-t-il peur? Est-il prêt à assumer éventuellement ce motif et accepter qui sait peut-être s'il est reconnu coupable une éventuelle décision comme celle-là? Il ne va jamais accepter d'être quelqu'un qui mérite ce jugement. Mais il peut accepter le fait qu'il est prisonnier, comme ses prédécesseurs, Ernest Wanji a accepté, il était prisonnier et il était arrêté et on va le tuer. Ce ne serait pas un mort en vain. Je pense que c'est quelqu'un qui était prêt à payer le prix ultime depuis longtemps. Donc, il n'a pas peur de ça. On n'a pas peur de la mort. Est-il prêt à négocier pour
sa libération? Négocier pour sa libération, simplement pour être libre, ou pour libérer le pays, ou libérer la population. Je vous pose la question, à quelles conditions négocierait-il pour être libre, lui personnellement, pour libérer le pays, pour libérer la population? Comment s'en prendrait-il? Moi, je pense que c'est une question que vous allez le poser. Ah, je le souhaite bien. Ah oui, parce que je ne peux pas répondre à sa J'espère vraiment place. le voir très bientôt pour cela. Je ne peux pas répondre à sa place. D'accord. Alors, cette détention a-t-elle bouleversé votre vie familiale, personnelle? Vous dites que vous êtes habitué, je veux dire que peut-être contrairement aux premières interpellations, comment est-ce que ça a changé votre quotidien au sein de la famille, au sein de votre environnement aujourd'hui? Ça n'a pas changé grande chose dans le sens que le Cameroun, c'est un pays en tension. On est toujours sous tension ici. Le fait que mon mari ne soit pas là pour assurer la protection de sa famille, c'est ça qui m'inquiète beaucoup. Parce que la place d'un père, c'est à côté de sa famille. Et s'il n'est pas là, on est fragile. Et donc, ça a changé ce sens de sécurité. Mais à ce moment, il y en a beaucoup de familles qui sont en train de ressentir ce même sentiment. Parce que non seulement Jekam Chamini était arrêté, mais plus de 2000 personnes, femmes, hommes, enfants, pères, fils, sont arrêtés aussi. Et ils ne sont pas avec leur famille. Et donc, je suis avec toutes ces familles, je suis en train de ressentir la même chose, cette absence. Dans ce moment d'épreuve, vous sentez-vous soutenu par la société civile, par les partis politiques, par les organisations des droits de l'homme? Est-ce que vous êtes dans un combat commun où il y a quand même un environnement qui vous permet, qui sait peut-être de porter cette voix? Je pense que je suis beaucoup plus entourée de les organisations de droit, human rights organizations, those of Maître Alice Combs, Redac, Stand Up for Cameroon, Kawala, and all of toutes les femmes qui sont engagées pour libérer les prisonniers politiques du Cameroun. Je me sens entourée de ces organisations, mais je ne sens pas les partis politiques. Je ne sens pas les partis politiques. Je sens le Union pour le changement est en train de collecter les fonds pour aider les familles, pour aider mon mari aussi. Mais je ne sens pas les partis politiques. Aucun d'entre eux? Aucun. Un peu avant l'interpellation, mais je veux dire, dans ce moment de campagne électorale ou bien avant, dans l'étude des stratégies, y avait-il des partis politiques qui accompagnaient Mais les partis politiques qui sont dans l'Union pour le changement, c'est eux qui sont en train de soutenir cette organisation et cette lutte pour la libération. D'accord. Ceux qui sont membres de l'Union pour le changement. Et donc, ils sont nombreux. Mais ceux qui sont hors de l'Union pour le changement, je ne les sens pas. D'accord. Alors, si vous avez un message à adresser à la communauté internationale, aux autorités, à l'opinion publique, ce serait lequel? Mon message pour cet État. Oui. Cet État qui terrorise sa population, qui terrorise les hommes de famille, qui terrorise
les enfants, qui mettent les enfants en prison. Mon message. Libérez Jekam Tchameni, libérez tous les prisonniers politiques, libérez les prisonniers politiques du Cameroun. C'est ça mon message. Pour la communauté internationale maintenant? Pour la communauté internationale, je demande de nous aider parce que nous devrons aider les familles, aider des enfants, aider les personnes qui sont enfermées pour rien. On doit aussi aider les avocats qui sont en train de travailler avec nous parce qu'ils sont en train de faire un travail. On doit les aider, on doit les payer pour être capable de suivre les dossiers, suivre les personnes qui sont en train d'être enlevées par ici, amenées par là. On a besoin de les soutenir. Et je demande à les organisations internationales de continuer avec nous, de crier très fort pour que nous puissions mettre la pression sur cet État illégal qui détient toutes ces personnes parce qu'ils ont fait quelque chose qui est dans leur droit de voter. Et maintenant réclamer que la personne qu'ils ont votée soit mise dans la place qui devrait être. Évidemment qu'on ne dirait pas que l'État est illégal. Cela dit, pour ce qui concerne l'opinion publique. Pour l'opinion publique, Oui. qu'est-ce que l'opinion publique peut faire? Oui. Il peut assurer d'aller sur le site web de freejekamtchameni.com. Nous avons les pétitions pour envoyer. Nous avons aussi le livre qui peut être offert à les personnes qui font les donations. Cet livre de Jekam Tchameni, Une vie pour la révolution, qui est disponible sur notre site web. Et cet livre, quand vous allez faire un don, on va vous remettre le livre. Mais vous pouvez aussi trouver cet livre dans certaines librairies sur place et vous pouvez contacter. Alors, disons que le livre est disponible. Le livre est disponible. Voilà, donc tant qu'à faire, on va peut-être pas faire la promotion, c'est pas forcément le cadre approprié. Il y a le livre, vous avez dit, au moins le titre, c'est Jekam Tchameni, Une vie pour la révolution. Pour la révolution, d'accord. Pour la révolution. Alors, Jekam Tchameni a été interpellé en même temps qu'Anissé Kane. Jekam Tchameni et Anissé Kane, c'est deux personnalités qui se connaissent depuis vraiment longtemps. Avez-vous connaissance de leur rapprochement au départ? Comment se sont-ils rencontrés, ces deux combattants? Ces deux combattants sont rencontrés en prison, à la BMM. Dans les années 88. Dans les années 88. C'est la première fois qu'ils rencontrent Anissé Kane. Et c'est de là-bas qu'ils ont tissé une ligne qui a continué après avec Cap Liberté. Et après Cap Liberté, dans toutes les actions humanitaires ici au Cameroun, ils ont travaillé ensemble. Donc c'est depuis 88 qu'ils sont connus et ils ont gardé le contact, gardé cet attachement à travailler ensemble pour aider le Cameroun. D'accord. Dans cette marche, dans ce cheminement, il y a donc ce choix qu'opère l'Union pour le changement la veille de l'élection présidentielle. Il jette leur dévolure sur le candidat Issa Tiroma Bakary. Avez-vous une idée de savoir comment cela s'est fait? Ce que je sais sur l'Union pour le changement et comment ils sont arrivés là, déjà, Jekam Tchameni travaille avec d'autres organisations, d'autres partis politiques, d'autres membres de société civile, dans les organisations, dans les associations, pour planifier cette
année électorale. Donc c'est quelque chose qui a commencé depuis les années 2000, 2020, avec C3, aussi une organisation qui se trouve des partis politiques, plusieurs partis politiques et aussi les associations, les sociétés civiles, les personnalités. Et ce travail a continué avec le groupe de Douala, où se trouve Anissé Tekane avec Sambaka. Et ils ont travaillé ensemble, toujours pour chercher à voir comment, à cette élection, on peut arriver avec les chances de gagner et pas avec les dispersés, comme c'était l'habitude de faire depuis 92. D'accord. Et donc, ils ont travaillé ensemble et ils ont pu présenter quelqu'un qui a accepté les critères d'être le candidat consensuel. Et ce critère était très, très important pour l'Union pour le changement. C'est d'accepter de faire une seule terme, de faire une période de transition, 3 à 5 ans, et aussi de faire une refondation, revoir la fondation du Cameroun pour essayer de refaire la maison, que ça soit vraiment sur une fondation solide, mais une fondation qui était basée sur le désir de la population, pas le désir d'une partie de la population. Et donc, c'est ça ma connaissance de cette marche, ou démarche, vers les élections 2025. Alors, vous a-t-il parlé au moment de leur incarcération des conditions dans lesquelles, d'abord lui, mais surtout Anissé Tekane était-il détenu? Je peux dire, j'ai appris de cette condition par quelque chose que lui, il avait écrit. Quand il a parlé de qu'on a tué Anissé Tekane. Et donc, il a sorti un article où il a expliqué les conditions dans lesquelles Anissé était amené à Yaoundé, que c'était quelque chose que Anissé lui-même avait dit dès son arrivée à Yaoundé, qu'il ne pensait qu'il pouvait se relever après cette conduite qu'il a eue dans la nuit avec son visage couvert, alors que c'est quelqu'un qui souffre d'un problème respiratoire. Il se sentait très, très, très mal après cette trajet de Douala à Yaoundé. Et maintenant, le fait qu'il était détenu et gardé pendant plusieurs jours, plus de 30 jours, sans son oxygène mobile, qu'il avait l'habitude d'avoir toujours avec lui. Mais les sources de la gendarmerie disent néanmoins qu'il y a eu un palliatif. Il y a eu un autre dispositif quand même pour l'accompagner dans son problème respiratoire. Mais c'est ça qu'ils disent. Mais je ne sais pas. Je ne peux pas répondre à cette question. Je n'étais pas sur place. Mais ce que je peux dire pour Djekem Tchamini, c'est l'État qui a tué Djekem Tchamini. Anissé Tekane, vous voulez dire? C'est l'État qui a tué Anissé Tekane, excuse-moi. Oui, ça c'est clair pour lui. C'est ce que lui dit, d'accord. C'est ça qu'il dit. Alors, a-t-il été témoin ou informé que c'est peut-être la manière dont les autorités ont répondu aux alertes? Parce que, comme vous le savez, plusieurs alertes ont été données
pendant la détention ou la détérioration de la santé d'Anissé Ekane avant sa mort. Lui, était-il au courant, vous en a-t-il parlé, des mouvements qui essayaient d'interpeller, de sensibiliser l'opinion publique pour que le gouvernement ne fasse pas la sourde oreille? Je ne sais pas s'il était au courant. Dans cette détention, il n'a pas l'accès à toutes les informations. Et je ne peux pas répondre à cette question très bien parce que je pense qu'il serait mieux placé pour répondre parce qu'il n'a pas vraiment l'accès à les informations. D'accord. Et donc, il ne pouvait pas être au courant de tout ce qui se passe. Pendant cette période de détention, a-t-il eu quand même quelques moments d'échange Entre eux, entre Anissé Ekane et Ndjekam Tchamini? Ont-ils pu échanger de temps en temps? Oui. Il avait demandé de... Comme il aussi ne se sentait pas très bien, il était aussi malade, on l'a mené aussi à l'infirmerie. Et c'est au niveau de l'infirmerie qu'il arrivait à en parler avec Anissé Ekane. À ces opportunités de aussi être traité dans cette infirmerie, il avait l'opportunité de le voir et de changer avec lui. Aussi, quand ils sont amenés de temps à autre au tribunal militaire ensemble, c'est aussi une autre opportunité il avait de discuter et parler avec Anissé Ekane. Qui c'est peut-être, pendant ce moment d'échange, y avait-il toujours la conviction de poursuivre le combat, malgré leur état de santé? Bien sûr, bien sûr. Anissé Ekane, selon ce que Ndjekem m'avait dit, n'a jamais lâché et n'a jamais voulu arrêter ou abandonner la lutte, ni abandonner la position qu'il sait à gagner les élections présidentielles de 2025. Malgré son interpellation, lui, Ndjekam, aujourd'hui, le départ d'Anissé Ekane, l'exil finalement de Issa Tchéroma Bakari, l'interpellation de plus d'1 millier de personnes au lendemain de l'élection présidentielle, la mort d'une trentaine selon la publication, les chiffres officiels. Malgré tout cela, Ndjekam Tchamini garde-t-il la même détermination? Can you repeat that last part again? Il y a eu des interpellations après les élections. Il y a eu Issa Tchéroma Bakari qui est allé en exil. Il y a eu le décès d'Anissé Ekane. Ndjekam Tchamini, lui, garde-t-il la même conviction à poursuivre ce combat malgré tout cela? Le combat, ils poursuivent, c'est un combat pour le Cameroun. C'est un combat pour le changement. C'est un combat pour améliorer la vie. Ça, c'est un combat qui ne va pas changer. Maintenant, est-ce que ça va prendre les différentes formes? Bien sûr. C'est comme j'ai dit, c'est quelqu'un qui a l'esprit ouvert. Il n'est pas fermé. Mais ça lutte pour le bien-être. Ça lutte pour améliorer la vie, pas sa vie personnelle. Parce que sa vie personnelle n'a pas de problème. Il mange à sa faim. Il envoie ses enfants à l'école. Il paye ses factures. Il voyage là où il veut voyager. Donc, pour Ndjekem Tchamini, il n'est pas en train de faire quelque chose pour lui, ni pour, je peux dire, pour sa famille seule. Sa lutte, c'est pour le Cameroun. Il met sa vie en danger, il prend des risques pour le Camerounais, pour vous. Ce n'est pas pour lui. Ce n'était jamais pour lui. Il n'est pas quitté les États-Unis pour venir ici pour lui, mais pour son pays et pour la population
du Cameroun et pour l'Afrique. Donc, il est prêt pour engager, pour en parler, pour négocier avec les personnes qui peuvent comprendre que ce n'est pas une lutte pour lui, c'est une lutte pour le Cameroun. Il est prêt. Avez-vous été en contact depuis ce moment avec Issa Tiroma Bakary? Issa Tiroma Bakary, vous a-t-il contacté? Vous l'avez eu? Ou avez-vous échangé autour de toutes ces interpellations, de celle de votre mari et autres? Non. Pas encore. Je n'ai pas eu le contact avec Issa Tiroma Bakary directement, mais je suis en contact avec his spokesperson, son porte-parole. Je suis en contact avec le porte-parole de Issa Tiroma Bakary, Maître Alescom. D'accord. Alors, il y a l'année 2026 qui sera également une année en principe électorale. Si jamais les élections locales ne sont pas à nouveau décalées selon le calendrier arrêté définitivement, pensez-vous que l'engagement de votre époux et de ses amis politiques, singulièrement le vôtre, va-t-il encourager les Camerounais à aller aux prochaines élections locales, municipales et législatives, malgré le fait qu'il y ait eu des interpellations, que lui-même soit en prison et que le soutien ou alors l'homme politique qu'il soutenait est toujours en exil? Djokam Tchamini va-t-il encourager les Camerounais à aller aux urnes, au vote? Je pense que si nous acceptons le jeu démocratique, je pense que ça va être quelque chose de difficile, mais pas impossible. Difficile, mais pas impossible. Nous sommes dans un État qui ne sait pas si c'est un État de droit ou c'est un État de terroriste. Et vraiment, on est obligé de s'adapter, s'ajuster. Le peuple camerounais veut être gouverné et il veut être gouverné par les gens qui veulent le changement. S'ils ont la possibilité d'aller à les élections législatives avec les personnes qui sont inscrites dans l'Union pour le changement et qui sont prêts à chercher la refondation dans les bureaux, in the political offices that they're permitted to have. If they're able to have a political seat and pousser la ligne de refondation, je pense qu'il doit essayer d'aller dans ces élections. Parce qu'on ne peut pas abandonner. On va abandonner à qui? On ne doit pas abandonner le pays. On ne doit pas abandonner la population. On doit continuer à lutter. À travers ces positions, on doit continuer de lutter. Avez-vous peur pour votre mari? À titre personnel, vous, dans ce combat, aujourd'hui, il est en prison. Avez-vous peur, je veux dire, peur pour sa vie, peur éventuellement pour une condamnation? Êtes-vous sereine? I am not afraid. Je n'ai pas peur for his legacy. I'm not afraid of his legacy and for what he wants to bring and what he wants to leave Cameroon. J'ai peur pour sa santé. J'ai peur que les conditions dans lesquelles il se trouve
ne permettent pas de être à une meilleure forme et d'avoir toute l'attention qu'il aura besoin. Mais je n'ai pas peur pour his legacy. Parce que je pense que Jacome Tchouaméni a déjà montré avec ses actes, avec sa vie, avec ses convictions, qui il est, who he is, et ce qu'il a prêt de faire pour son pays. If that makes sense. C'est bien cela. Makini Tchouaméni, je voudrais vous dire merci. Merci d'être venu nous apporter votre témoignage, le témoignage de la femme, de l'épouse, de la combattante, de la compagne, mais aussi d'une part de la femme politique. Merci infiniment. Merci à vous pour cette invitation. Je voudrais vous le rappeler à notre invité de ce jeudi, vous l'avez certainement compris depuis le départ, à travers son parcours personnel, son engagement éducatif et militant et son combat acharné pour la liberté et celle, pardon, et celle de son époux et de tous ceux qui sont incarcérés et donc venu ici nous apporter son témoignage. Merci d'avoir suivi cette édition. Bonsoir et à plus tard.